OK. Bon, bonjour Zahir. C'est un plaisir de faire ta connaissance et de te recevoir, de te recevoir dans ce petit séminaire. Donc, on va entendre parler de processus extrémal, ce qui me paraît être un point qui manque clairement d'ailleurs dans tout le projet ECODEP. Le traitement des valeurs extrêmes est une chose réellement très importante pour tout ce qui est motivation écologique. Voilà, je vais te laisser du coup présenter et je coupe mon son aussi. Merci. Merci Paul de me donner l'occasion de présenter un travail de recherche que j'ai effectué sur la théorie des extrêmes, en particulier sur les records. Donc aujourd'hui, je vous présente des tests non paramétriques basés sur les nombres de records et sur les processus extrêmes, avec des applications et avec des simulations des résultats théoriques. D'abord, pourquoi les statistiques non paramétriques, pourquoi elles sont liées aux statistiques des extrêmes? Donc, je propose ici dans cette présentation une nouvelle méthode en statistique non paramétrique, surtout pour détecter l'émergence d'un nouveau phénomène lorsqu'on a peu d'observations ou, par exemple, lorsqu'on début d'épidémie dès l'apparition des premiers cas. C'est-à-dire, on peut dire, lorsqu'on a des petits nombres d'observations, et donc, en proposant deux hypothèses à tester, bien entendu, hypothèses nulles, par exemple des cas sporadiques, et des hypothèses alternatives, par exemple des cas émergents. Bien entendu, en se basant sur la théorie des processus extrêmes. Donc, en gros, les méthodologies mathématiques à élaborer vont dépendre d'abord de l'objectif des informations, des phénomènes, des connaissances, des observations dont on dispose et de caractéristiques mathématiques de processus observés. Donc, la méthode, d'abord, que je propose s'inscrit dans le cadre général de la théorie des processus extrêmes, dont l'intérêt principal est la présence du temps réel. Donc, d'abord, la théorie des records est commencée en 1952. On voit des applications des records dans divers domaines, soit en changement climatique, en épidémiologie, en hydrologie, en économie. Donc, l'intérêt de ce processus est la présence du temps réel. En observant le nombre de records durant une période ou dans un intervalle de temps, par exemple entre 0 et t ou entre 1 et t. Voilà. L'avantage de la théorie des records par rapport à la théorie des extrêmes, c'est-à-dire on peut calculer des lois exactes, pas des lois asymptotiques. Et bien entendu, la différence entre ces deux méthodes tient d'une part au problème, par exemple, de faible incidence des cas ou des nombres des observations, ce qui nécessite des méthodes de traitement plus robustes ou plus efficaces, en particulièrement, par exemple, le calcul des lois des nombres de records ou la loi des indices ou des instants des records. Par contre, dans la théorie des valeurs extrêmes, on s'intéresse juste à l'étude de la loi limite des maximums des observations d'une suite de variables aléatoires indépendantes de lois continues. Euh, donc, on voit bien ici, on a la différence entre la théorie des records et la théorie des extrêmes. Donc, on voit bien les valeurs de records, ce sont les points qui sont en rouge et voilà. Donc, ils représentent, par exemple, les épidémies ou, par exemple, ils représentent les observations durant une période donnée. Donc, ce sont les valeurs de records supérieures. Après, je vous explique pourquoi on choisit les records supérieurs, pas les records inférieurs pour détecter l'émergence d'une certaine maladie ou certains nouveaux phénomènes. Alors, par contre, les théories des processus extrêmes est basée sur des temps réels, donc avec des sauts entre les observations. Donc, on voit bien ici, on a les processus extrêmes à temps continu. Donc, c'est ça, en gros, la différence entre la théorie des extrêmes et la théorie des valeurs, la théorie des records. Donc, la méthode que je propose s'inscrit dans le cadre des processus extrêmes qui conduit, bien entendu, le processus extrême à des valeurs des records et des indices des records qui ne sont pas considérés comme un temps réel. Donc, la méthode des records est basée sur un processus de record qui est composé des valeurs des records, Rn, notés par Rn, sont les valeurs de record, et des instants de record ou des indices de record qui sont notés par Ln. Donc, on a le record trivial, toujours L1 est égal à 1, donc c'est le premier cas observé. Donc, on a l'indice de record L1. Après, on choisit Ln, le deuxième valeur de l'indice de deuxième valeur de record observé, au temps, par exemple, t égale à 2,
et Rn, c'est la valeur de record. Donc, le processus de record est composé de Rn et de Ln. Ainsi, on a des autres caractéristiques de processus de record qui est le nombre de records. Donc, on a le nombre de records observés parmi une série d'observations x1, xn. Bien entendu, on a le record trivial est donné par n1 est égal à 1. Toujours la première observation est donnée par un record trivial. On note par Rn, c'est la somme des delta J. Avec delta J suit une loi de Bernoulli de paramètre 1 sur J. Bien entendu, delta J est égal à la fonction indicatrice, soit 1, soit 0. 1, c'est-à-dire si on a la présence des valeurs de record, 0 sinon. Donc, c'est ça en général le processus des records. Maintenant, pourquoi j'ai choisi le nombre de records comme un statistique de test pour construire les statistiques non paramétriques qui est basée sur le nombre de records. D'abord, on peut calculer la loi exacte dans le cas où les variables sont IID. Donc, le résultat donné par Resnick, c'était en 1962, avec la probabilité du nombre de records observés, N, probabilité de Nn est égale à M, c'est égal à SNM avec SNM, c'est le string number du premier record sur N factoriel. Donc, c'est le cas dans le cas où on a les variables sont IID, bien entendu. Par contre, dans le cas où les variables sont non IID, on va voir après comment on peut calculer la loi de probabilité du nombre de records. Donc maintenant, je vous présente aussi les extrêmes, les processus extrêmes. Donc le processus extrême est composé des max des observations. Bien entendu, ici on a NDT, c'est le nombre de cas observés dans un intervalle 0T jusqu'à l'instant T. Donc on voit bien ici, on a le processus extrême, c'est équivaut à tau n, qui est le saut entre les observations. Voilà. Et des valeurs de record. Donc, on peut dire maintenant, c'est tau n, c'est le saut, et Rn, c'est le nème valeur de record. Donc, avant de présenter les résultats théoriques de processus extrêmes, juste, j'aimerais bien signaler qu'on a un processus de renouvellement ici, qu'on peut considérer par exemple, Sn, qui est un processus de renouvellement. Voilà, donc ce processus représente le temps d'occurrence successive, par exemple, d'un certain événement. Et nous étudions ce processus en utilisant d'abord approche par processus de record et d'autre part par une approche par processus extrême. Donc, d'abord, pourquoi j'ai considéré le processus de renouvellement Sn avec le processus ponctuel xn est égal à deux composantes, processus ponctuel qui est égal à deux composantes xn et n. Avec xn, c'est quoi xn ici? Xn, c'est le temps d'attente entre deux cas successifs ou entre deux événements. Donc, bien entendu, puisqu'on s'intéresse dans cette présentation à l'étude des événements émergents ou à l'étude, par exemple, d'une maladie émergente, donc c'est pour cela qu'on a considéré l'inverse de temps d'attente entre deux cas successifs qui est égal à delta S n-1. Donc, on voit bien ici, on a la dépendance entre les observations, qui sont les xn, et entre le temps qui est représenté par le temps d'attente entre deux cas successifs. Donc, bien entendu, on a dans le cas d'une émergence, lorsque delta Sn diminue, alors delta Sn-1 doit être croissante, augmente, et dans ce cas, on peut détecter l'émergence d'un certain événement. Voilà. Donc, c'est ça les constructions d'un processus ponctuel à partir des processus de renouvellement en considérant les processus extrêmes RDT qui est composé du saut et des valeurs des records. Voilà. Après, maintenant, il faut définir les hypothèses à tester. Donc, notre objectif maintenant, c'est de définir les deux hypothèses. Donc, on a l'hypothèse nulle qui est considérée comme les variables sont IID, c'est-à-dire on a des cas sporadiques, c'est-à-dire on n'a pas une émergence. Donc, c'est ça le cas IID. Et bien entendu, on a les variables sont continues de fonction de répartition F. Et on a pris ici le temps d'attente entre deux cas successifs, c'est une loi exponentielle de paramètre lambda. Par contre, dans le cas l'émergence, c'est-à-dire on a on a la dépendance des observations, ok? Et on peut dire que Fk dépend de quoi? De paramètres ρk. Donc ici, Fk, c'est la fonction de survie, ok? Qui dépend de ρk. Donc ρk, maintenant, comment il faut choisir ρk? Ça dépend des données, ça dépend du phénomène, ça dépend de l'émergence. Et après, on peut voir comment on peut simuler aussi ρk, la constante ρk. Donc,
on a deux hypothèses à tester, H0 et H1, en se basant sur la statistique de test d'abord qui est le nombre de records. Après, on va utiliser une autre statistique de test qui est basée sur la théorie des processus extrêmes. Donc, d'abord, c'est quoi NN? NN, c'est le nombre de records observés parmi N observations. Donc, on peut calculer la loi exacte de N à partir d'un petit nombre d'observations. Donc, l'intérêt le calcul de NN, donc d'abord, c'est robuste, donne des résultats exacts, et on peut le comparer aussi avec des autres statistiques de test. Après, troisième étape, comment il faut calculer maintenant les euh, alpha, qui est le risque d'erreur, c'est la probabilité, on peut calculer bien entendu soit H0, qui est égal à la probabilité de n supérieure à valeur compile n alpha, par exemple, et la puissance du test, on peut le calculer sous H1. Donc, c'est la probabilité de H1 d'accepter l'hypothèse H1. Donc, maintenant, il nous reste à calculer P de H1, la probabilité sous H1. Pour cela, on a considéré un cas plus général, c'est-à-dire on a calculé la probabilité de nombre de records sous les deux hypothèses H0 et H1, union H1. Donc, est égal, en général, la formule de P de N est égale à M, est égale à cette formule. Bien entendu, ici, on a le nombre de Stirling numbers, c'est généralisé de premier ordre. U, c'est un vecteur qui est égal à U0, UN. Et UJ moins 1 qui est égal à la somme de ρk sur ρj, avec ρk à choisir ou à estimer, ça dépend du phénomène qu'on va l'utiliser. Dans le cas particulier, si on a ρk est égal à une constante, donc on retombe sur la probabilité sous H0. Donc on retrouve le cas IID et la probabilité sous H0 du nombre de records observés parmi N observations. Voilà. Donc, c'est le cas plus général de la distribution de nombre de records sous les deux hypothèses H0 et H1. Maintenant, les valeurs de delta Sn. Donc, le delta Sn, c'est le temps d'attente entre deux cas successifs, devraient être plus significatives concernant le risque d'émergence d'un certain phénomène. Donc, tandis que les plus grandes valeurs pourraient être dues, par exemple, à certaines caractéristiques aléatoires, pour ces raisons, on peut, pour détecter par exemple une certaine émergence, donc il faut choisir xn d'une manière qui est égale à delta Sn moins 1. Donc ici, on a l'espérance de delta k, ce qui suit une loi exponentielle, est égale à 1 sur lambda k. Donc avec lambda k est égal à lambda rho k. Donc ici, on a choisi rho k de la manière suivante, a puissance k. Pourquoi a puissance k? Parce qu'ici, on détecte l'émergence pour voir la fréquence des cas observés durant une période de TK. Donc, lorsqu'on a A supérieur à 1, c'est-à-dire on a une croissance exponentielle, par exemple d'une maladie infectieuse ou d'un phénomène émergent. Donc, par exemple, on remarque bien ici, on a une croissance plus rapide lorsque A augmente, A égale à 1,5. Par contre, ici, on a 1,1, on a une émergence très lente. Donc, ici, on a le choix du A, ça dépend du phénomène ou ça dépend des études qu'on va utiliser. Donc, dans le cas, on ne sait pas les phénomènes, donc il faut estimer les paramètres K par exemple, la méthode de maximum de vraisemblance. Donc, maintenant, dans cette présentation, juste, je présente le cas de A est égal à 1,1 et de A est égal à 1,5. Donc, dans A.1, c'est-à-dire lorsqu'on a une émergence très lente, et 1,5 lorsqu'on a une émergence très rapide. Voilà. Donc, maintenant, pour tracer les deux, la distribution de nombre de records sous les hypothèses H0 et H1. Donc, ici, j'ai pris un petit exemple pour n est égal à 20, et ici, on a pour n est égal à 50, et pour A est égal à 1 point, c'est-à-dire on a une émergence très lente. Donc, la distribution de nn sous H0 donc, est présentée par courbe qui est en bleu, et sous H1 par courbe qui est en rouge. Donc, pour deux valeurs de n, c'est-à-dire d'abord pour n égale à 20, et ensuite pour n est égal à 50. Donc, la figure 3 compare la distribution de probabilité de nombre de records observés pour différentes valeurs de n. Donc, nous constatons ici la différence entre les deux distributions qui n'est pas encore négligeable pour n est égal à 20 ou pour n est égal à 50. Mais lorsqu'on augmente la taille des observations de n, donc on voit bien ici que le mode de la distribution augmente avec n. Voilà. Maintenant, pour le choix du alpha et du 1 bêta, c'est-à-dire du risque alpha, du risque d'erreur alpha de probabilité de H0 et de la puissance du test.
Donc, maintenant, en se basant sur la courbe du ROC. Donc, courbe du ROC, donc, c'est pour le choix du alpha et du 1 moins bêta. Donc, le calcul de alpha, c'est fait sous H0 et le calcul de la puissance du test 1 moins bêta sera fait sous H1. Donc, d'abord, le choix d'une statistique de test. Ce choix doit dépendre de la nature des données en général, des types d'hypothèses qu'il faut considérer ou, par exemple, des phénomènes émergents qu'on peut tester. Donc, la statistique de test, en général, c'est une variable aléatoire qui va servir à tester l'hypothèse dont la distribution de probabilité est connue sous H0, bien entendu, et qui permet de distinguer au mieux H0 vrai ou H0 est fausse. Donc, dans notre cas, j'ai utilisé le nombre de records parmi n observations, car d'abord, on a dit que le nombre de records est indépendant soit H0 et soit H1 de la loi sous-jacente des observations. Et d'autre part, on a le nombre de records est plus grand sous l'hypothèse H1 que sous l'hypothèse H0. Voilà. Donc, pour le calcul, on choisit ici les valeurs du alpha qui est le plus proche de 0 et la valeur du puissance du test à bêta qui est le plus proche de 1. Donc, c'est le choix le plus qui optimise les valeurs du alpha et du puissance du test à moins bêta. Donc, qui sont les plus proches de 0 et de 1. Donc, le point de la courbe le plus proche qui se trouve ici au point du carré. Contenant la courbe, par exemple, on a la sensibilité qui est égale à moins bêta et la spécificité est égale à 1 moins alpha. Voilà. Donc, en général, on peut dire qu'on peut rejeter l'hypothèse nulle avec un risque d'erreur alpha si la valeur observée, par exemple, du nombre de records n alpha qui est supérieur ou égal à n alpha. Donc, ici, on a n alpha, c'est une valeur quantile, par exemple, d'ordre alpha. Et ici, on a la puissance de test 1 moins bêta qui doit être acceptée lorsqu'on a 1 moins bêta est grande. Dans ce cas, on peut dire que l'hypothèse alternative H1 sera acceptée avec une puissance de test 1 moins bêta qui est très grande. Voilà. Bien entendu, on a 1 moins bêta augmente avec n. Donc, simulation sur des résultats, les simulations que j'ai effectuées. Donc, ici, on a simulé, par exemple, delta Sn-1 ou delta Nn-1. Voilà. Qui suit delta Sn ou delta T, qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda égale à 1. Donc, ici, c'est un petit exemple simple pour voir au début de la trajectoire, on observe qu'on a des records dans le cas IID. Donc, ici, on a les simulations sous H0, c'est-à-dire dans le cas où on a les variables sont IID. Et après, lorsqu'on augmente, on n'a pas assez de records observés. Donc, c'est ça l'objectif des nombres de records, c'est-à-dire on peut juste observer les records au début de la trajectoire, mais après, lorsqu'on augmente, on ne peut pas observer assez de records. Et ça, parce qu'on a l'espérance des nombres de records se comporte comme ln, et on peut voir, par exemple, on peut regarder, par exemple, pour n est égal à 10, on a 3 observés. Ici, on a pour n égale à 10, par exemple, on a 3 observations. Pour n égale à 20, on a 4, ainsi de suite. Donc, à partir, par exemple, de n est égal à 100, on a un nombre de records observés est égal à 8. Et dans ce cas, on peut dire qu'on rejette l'hypothèse nulle H0 avec un risque d'erreur alpha est égal à 0,05 à peu près. Voilà. Maintenant, si on simule les trajectoires sous H1, donc les trajectoires sous H1, on voit bien ici, on a la probabilité dépend de quoi? Sous H1 dépend du paramètre ρk. Et ρk est égal à AK, lambda AK. Donc, comme j'ai pris un exemple où on a une émergence très lente, donc j'ai choisi A est égal à 1,1. Donc, au début, on voit bien que, donc ici, on a zoomé sur 0,50, donc juste, on a vu, on voit bien qu'on a ici les records observés au début de la trajectoire. Donc, à partir d'une certaine valeur du n, par exemple, n supérieur ou égal à 20, on rejette l'hypothèse nulle H0. Et bien entendu, pour la deuxième trajectoire, par exemple, pour n est égal, supérieur est égal à 50. Donc, comment on a choisi pour n égale à 20 et n égale à 50? Bien entendu, on a calculé le risque alpha et on a calculé la puissance de tête. Donc, ici, on remarque bien, dans le deuxième tableau, on a 1 moins bêta augmente avec n. Voilà. Et, par exemple, pour le trajectoire 1, c'est-à-dire à partir de n est égal à 20, on peut rejeter l'hypothèse H0, c'est-à-dire le cas IID, avec alpha est égal à 0,03, mais par contre avec une puissance de test qui est très faible, 1 moins bêta.
Donc, on peut dire l'hypothèse H0 est fausse. Par exemple, pour n égale à 100, par exemple, ici, on projette l'hypothèse nulle H0 avec alpha très faible, par exemple 0,01, et avec une puissance de test qui est proche de 1, qui est égale à 0,78. Donc, on peut dire que l'hypothèse alternative H1 est acceptée, au moins pour n est égal à 100 observations. Dans le cas où on a 1 moins bêta augmente, pour n augmente. Donc, pour n inférieur à 30, pour n inférieur à 50, donc on voit bien qu'on a une émergence très, très lente. Pourquoi? Parce que le choix de A, c'était à 1,1. Donc, c'est en gros la présentation du test d'hypothèse H0 et H1 en utilisant un test, un statistique de test qui est basé sur les nombres de records observés et comment il faut calculer la puissance du test et le risque à partir de la loi ou à partir de la distribution de probabilité des nombres de records observés sous H0 et sous H1. Maintenant, je passe à un cas plus général qui est le cas du processus extrême. Donc, d'abord, c'est quoi un processus extrême? Donc, le processus extrême, c'est un processus à temps continu. Donc, comme on a considéré d'abord le processus renouvellement par l'approche de la théorie des records, c'est-à-dire des instants et des valeurs de records et du nombre de records observés, qui sont considérés des indices, dans le cas de ce processus considéré comme des indices et non pas comme un temps réel. Donc, qui serait utile de comparer maintenant le temps réel avec, par exemple, comparaison entre plusieurs régions ou entre différentes régions. Donc, dans la suite de cette présentation, on considère le processus de renouvellement et on traite ce processus par l'approche de processus extrême, qui est construit, bien entendu, à partir d'un processus ponctuel de deux composantes TK, c'est-à-dire les instants, et les observations XK. Bien entendu, ici, on a TK dépend de XK. Avec TK, c'est représente l'instant dérivé, par exemple, de KMK. Et XK qui est égal au temps d'attente entre deux cas successifs. Bien entendu, on considère aussi le taux n, comme on a déjà expliqué, que l'instant du nème saut du processus extrême. Donc, l'indice de record Ln est représenté par R taux n. R taux n, c'est-à-dire c'est le processus extrême au taux n, par exemple, correspond à la séquence des records XLN, comme on a déjà défini les valeurs des records. Donc, les résultats, bien entendu, théoriques dans le cas des processus extrêmes sont bien connus dans le cas où on a l'indépendance entre les composantes de processus ponctuels. Donc, les propriétés de ce processus extrême et qui est construit à partir de processus ponctuels, c'est des trajectoires qui sont non décroissantes et bien entendu, ces cas-là continuent à droite et limitent à gauche. Et on peut dire, c'est-à-dire pour tout ensemble de temps finis, on a la présentation, l'égalité suivante qui est définie par R0, U0, RT1, c'est le max entre U0 et 1. U0 et 1, ce sont les incréments de processus extrême. Et on peut dire que le processus extrême est G extrême avec des fonctions de répartition multivariées qui est égale à la fonction de répartition de processus RDT qui est fonction RDT inférieure ou égale à X. Donc ici, on a GT1 de X. Avec G, c'est la fonction de répartition de processus extrême. Donc, c'est la loi multidimensionnelle du processus extrême qui est définie par F T1 Tn jusqu'à X1 Xn. C'est une suite de variables aléatoires indépendantes qui est égale au produit de la fonction de répartition de processus extrême. Voilà. Donc, les max incréments, c'est-à-dire on a les incréments sont définis par exemple, entre U, ST. Donc, c'est quoi UST? Donc, c'est les incréments dans l'intervalle ST, dans un intervalle de temps. C'est égal au max des observations, XK, entre K pour K, entre NS plus 2 et NT plus 1, c'est-à-dire le nombre des observations dans un intervalle ST. Et on peut l'écrire de la manière aussi, c'est le max des XK, avec TK, c'est-à-dire l'instant TK, dans l'intervalle ST. Voilà. Donc, je traite dans la suite les deux approches. D'abord, l'approche classique, dans le cas où on a les deux composantes sont indépendantes, et notre nouvelle approche, ou la nouvelle approche que j'ai traitée, c'est dans le cas où les composantes de processus ponctuels TK et XK sont dépendantes. Voilà.
Donc, on va bien dans le cas indépendant. Les résultats sont bien connus dans la littérature. Et on a l'indépendance entre tk et, k et xk. Et dans ce cas, on peut considérer que les max incréments ou les incréments de processus extrêmes sont indépendants. Et ce sera plus simple dans le calcul ou pour trouver la loi des processus extrêmes. Et par contre, dans le cas où on a la dépendance, c'est un peu difficile de trouver la loi des extrêmes ou la loi du nombre des records dans un intervalle 0D. Pourquoi? Parce qu'on a la dépendance entre les max d'incréments. Maintenant, comment il faut faire les calculs? Donc, je présente d'abord les résultats classiques. Donc, les résultats classiques, donc, comme on a déjà traité avant, comme on a déjà expliqué avant, dans le cas, on a l'indépendance entre les composants des processus ponctuels. Donc, la loi des extrêmes, c'est-à-dire la loi des processus extrêmes multivariés, est donnée par la fonction f de T1 Tn est égale à la fonction de partition de processus extrême. Donc, un cas particulier ici de processus extrême est le G extrême, qui est présenté par Resnick et généralisé par Jornadova. Donc, dans ce cas, on a considéré une fonction de répartition G qui est continue à droite non dégénérée sur R. Et pour tout ensemble fini des temps, 0, T1, Tn, on a un processus G extrême qui est défini par sa fonction de répartition ou fonction cumulative multidimensionnelle qui est donnée par cette fonction. Par contre, dans le cas où on a la dépendance, donc pour tout T donné, on a Pt de x est égal à la probabilité de max des observations. Bien entendu, ici est contenu en x sur 0 plus l'infini et infiniment dérivable sur 0 t moins 1. OK? Et dans un cas particulier, si on a pt0 est égal à exponentielle moins t, et p0 de x est égal à 1. Donc, c'est la loi de processus extrême dans le cas où on a la dépendance entre les tk et les xk. Donc, est égal à exponentielle moins t, la somme de toute cette quantité. Bien entendu, ici on a xt, c'est la partie entière de xt. Voilà. Après, ici, on a une petite comparaison entre les deux distributions. Dans le cas, on a les composantes de processus ponctuels et dépendantes et dépendants. Donc, dans les deux cas, il faut comparer les deux distributions. Donc, ici, on a pris plusieurs valeurs du t. Par exemple, pour t est égal à 0,2, pour t égal à 1, ensuite pour t égal à 10. Donc, on voit bien, on a la probabilité de pt de x, c'est-à-dire la probabilité de r de t inférieur ou égal à x, c'est la fonction de partition, est plus petit dans le cas dépendant que dans le cas indépendant. Cela montre que r de t est facilement plus grand dans le cas dépendant que dans l'autre cas. Donc, cela est du fait, dès que le temps d'attente delta tk est plus grand, alors delta tk moins 1, c'est-à-dire l'inverse, sera un record dans le cas dépendant. Tandis que la probabilité que xk soit un record dans le cas indépendant est due au hasard et en plus inférieur doit être à 1. Donc, on remarque bien ici la différence. Lorsque t augmente, on voit bien qu'on a les deux courbes se rapprochent. Donc, on a le cas dépendant se rapproche de cas indépendant. Voilà, lorsque t augmente. Après, pour considérer ou pour construire notre statistique de test, on peut utiliser d'abord le statistique de test en se basant sur le processus extrême RDT et après, on peut l'utiliser sous le processus de comptage ou le processus de record en utilisant RDT. Donc, d'abord, par conséquent, on considère par exemple soit R alpha dans le cas indépendant, les quantiles du niveau alpha, c'est dans le cas indépendant, et on peut calculer dans le cas indépendant la probabilité de R de t qui est supérieure à la valeur quantile qui est égale à alpha. Donc, c'est sous H0. Voilà. Donc, alors, si nous ne rejetons pas H0 dans le cas indépendant, car dans ce cas, on peut dire que R dans le cas indépendant est inférieur dans le cas dépendant. Voilà. Et dans ce cas, on peut dire nous ne rejetons pas dans le cas dépendant. Donc, suite à la construction de l'hypothèse de test sous H0 et sous H1, on peut traiter les hypothèses, on peut rejeter ou on peut accepter, on peut rejeter l'hypothèse H0
mais sans avoir des informations sur la puissance du test sous H1. Parce que, franchement, c'est un peu compliqué de calculer ou de trouver la probabilité ou la distribution du R de T sous H1. Donc, c'est pour cela, après, j'ai considéré H0 complémentaire, c'est pas H1, parce que H1, c'est totalement dépendant. Donc, on va bien, après, comment il faut calculer dans le cas où on a la dépendance, c'est-à-dire dans le cas où on a des H1. Donc, c'est la construction. Maintenant, comme on a traité dans le cas des nombres de records, dans le cas des processus de records, les nombres de records observés n de n, donc ici, on revient au nombre de records n de t, c'est-à-dire dans un intervalle 0t, qui est égal à la somme des indicatrices des records delta j. Donc, delta j, c'est l'indicatrice de record. Bien entendu, j entre 2 et nt plus 1. Donc, c'est le nombre de records non trivial parmi x1, xnt plus 1 observations. Ou on peut dire, c'est les nombres des sauts de processus extrêmes dans l'intervalle 0t. Voilà. Donc, on a ici toujours les delta, les indicatrices de records indépendants de loi de Bernoulli, de paramètre 1 sur j. Donc, c'est la probabilité est égale à 1 sur j. Donc, on va traiter ici le cas non indépendant entre les delta j et les nombres de records ou les nombres des observations dans un intervalle 0t. Donc, ici, on a n observations dans l'intervalle 0t, sont indépendants, ce qui signifie ou ce qui nous donne que n de t et nn, c'est-à-dire le nombre de records observés, dépend de quoi? Dépend du nombre des observations dans un intervalle 0t. Donc, en général, on peut considérer le nombre des records non triviales dans un intervalle ST qui est égal à cette quantité. C'est la somme de delta J. De J est égal à NS plus 2 jusqu'à NT plus 1. Donc, maintenant, comment on va calculer la distribution de probabilité des nombres des records dans un intervalle de temps en se basant sur le processus extrême. Voilà. Notons, voilà. D'abord, notons que dans le cas où on a l'indépendance, donc notons que les incréments de processus N0T, c'est-à-dire de processus des nombres de records observés, sont non indépendantes et non homogènes. Donc, cette non-homogénéité et non-indépendance dérive de la non-homogénéité des delta G. Donc, de plus, on a les incréments de processus extrêmes. Par exemple, on a UST, les incréments de processus extrêmes RDT, et ne sont pas indépendantes. Donc, d'abord, le calcul de la probabilité des indicatrices des records dépend du n de t, est égal à cette égalité. Et bien entendu, en faisant le calcul, la démonstration, on retrouve la probabilité de delta j est égale à 1 avec n de t supérieur à j moins 1 est égal à toute cette quantité. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Dans le cas où on a nn dépend de n de t, on peut considérer la probabilité conditionnelle de nn est égal à m sachant n de t est égal à m est égale à nn. La distribution de nombre des records dans un intervalle 0t. Donc ici, on a pris un cas simple lorsqu'on a 0, n de t est égal à 0. Après, pour faciliter le calcul, après par récurrence, on peut montrer, on peut trouver la probabilité de nombre de records est égale, par exemple, à une certaine valeur grand N ou n'importe quelle autre valeur. Donc, on peut dire, par exemple, c'est la primitive de la distribution de R de t pt de x, d phi 1, c'est la fonction de répartition de loi de Fréchet, parce qu'on a pris f, c'est des lois exponentielles. Donc, on note ici, on a les incréments de processus du nombre de records N0T sont non indépendantes et non homogènes. Donc, on a trouvé la probabilité de N0T est égale à 0 est égale à cette quantité. Maintenant, en comparant les deux distributions des nombres de records, comme on a comparé avant les distributions des processus extrêmes R de T, on a vu que lorsque T augmente, on a le cas dépendant et le cas indépendant se rapprochent. Donc, dans notre cas, d'après la figure, cette figure, on voit bien que N0T, c'est-à-dire le nombre de records dans un intervalle 0T, est plus grand dans le cas dépendant que dans le cas indépendant. Donc, et le processus de comptage de records N de T, qui est indépendant,
Et on voit bien que les deux résultats, le résultat du processus extrême RDT est compatible ou cohérent avec les résultats du processus du nombre des records dans un intervalle 0T ou le processus de comptage dans un intervalle 0T. Donc, on voit bien ici, on a pour les valeurs du T dans le cas dépendant, dans le cas indépendant. Voilà. Maintenant, si on passe à un cas plus général, mais ça devient un peu compliqué le calcul. Donc, d'abord, on a calculé pour n est égal à 1, pour n égal à 2, ainsi de suite. Après, on a fait une longue démonstration pour trouver toute cette égalité de la probabilité de n 0t est égal à n, qui est égal à la somme de toutes les primitives de la fonction de répartition, fois le produit de toutes les fonctions de répartition. Donc ici, on a un long calcul. Donc, on a réussi à trouver la probabilité de n de t est égale à n dans le cas où on a la dépendance des composantes de processus ponctuels t et tk et xk. Donc, à partir de ces résultats, on peut calculer aussi la probabilité des incréments dans un intervalle st. Donc, la fonction de répartition des incréments, on peut calculer de la manière suivante. Bien entendu, on sait que les incréments entre S et T est égal au max des observations, y compris dans cet intervalle. Donc ici, on a pris un S plus 2 parce qu'on ne prend pas en compte les records triviaux. Donc, si on traite les records non triviaux. Donc, est égal à la somme de toute cette quantité. Donc, c'est le processus de comptage dans l'intervalle ST, donc on peut le calculer. Et phi 1 m de x, c'est de loi de Fresh, donc ça on connaît. Donc on trouve la loi des incréments ou la fonction de répartition des incréments qui est donnée par g t moins s de x. Avec g, c'est la fonction de répartition de la loi de processus extrême. Et g de x est égal à l'exponentielle moins 1 plus phi 1 de x. Voilà. Donc c'est dans le cas où on a l'indépendance et l'homogénéité des incréments. Maintenant, si on définit R de t qui est égal au max des observations, donc, dans ce cas, on peut retrouver les résultats qu'on a déjà trouvés avec le processus G extrême qui est défini par la fonction de multivariée. Donc, ça, on a déjà traité avant pour la distribution de R de t. Maintenant, pour calculer la distribution du nombre de records dans le cas non indépendant et non homogène, ben, on s'est basé sur la processus des nombres de records ou la probabilité du nombre de records qu'on a déjà calculé avant et on a trouvé qui est égal à cette quantité avec la Stirling number de première espèce qui est égal à Sn plus 1 m plus 1 sur n plus 1 factoriel. Donc ça, on a déjà calculé, c'est la probabilité sous H0, bien entendu, fois P. Tn, c'est le processus de comptage qui suit une loi Poisson, bien entendu. Donc, à partir de ces résultats, on peut construire, on peut considérer les hypothèses ou on peut construire les statistiques de test en se basant sur les nombres des records observés dans un intervalle 0T, en se basant sur le processus extrême. Donc, les résultats, donc ici on a fait les résultats de notre manière en calculant la probabilité de n de t est égale à 0 qui est égale à l'espérance à gt de x en se basant sur la loi des processus extrêmes et on retrouve que le résultat se colle avec le résultat de la probabilité de n 0t est égal à n dans le cas plus général. Donc, en gros, finalement, les statistiques de test qu'il faut l'utiliser en se basant sur les nombres de records observés dans un intervalle 0T. Donc, on connaît la loi sous H0. Donc, on peut tester l'hypothèse H0 qui représente les variables sont I et D. Avec alpha, on peut calculer sous H0 qui est égal à P de H0 n de t supérieur à la valeur quantile nt alpha. Voilà. Et lorsqu'on peut considérer n de t, donc évidemment, on peut construire les statistiques de test aussi à partir de la loi du R de t, parce qu'on peut calculer la loi de R de t sous H0. Finalement, on peut comparer ces deux résultats entre les processus de record et les processus extrêmes pour détecter une certaine émergence ou pour savoir si on accepte ou on rejette H0. Ça dépend du processus extrême ou des processus
des records, bien entendu en se basant sur le nombre de records d'une part et sur le nombre de records dans un intervalle 0t si on utilise la loi des processus extrêmes. Donc finalement, comme résumé, ces résultats, bien entendu, ont été publiés dans dans des journaux. D'abord, c'était en 2014 et en 2018 et en 2020, avec des applications sur divers domaines. D'abord sur des cas de maladies des maladies sporadiques, des maladies infectieuses et pour des cas de Covid aussi, on a appliqué. Et bien entendu, les applications, c'était sur des phénomènes naturels, c'est-à-dire sur la détection ou sur les tempêtes ou sur l'inondation. Donc, ce sont des applications sur des résultats théoriques que j'ai présentés. L'avantage de ces tests statistiques ou de ce processus extrême qu'on utilise comme des statistiques non paramétriques, d'abord, c'est pour qu'on peut calculer des lois exactes, c'est pour des petits nombres d'observations. Et on n'a pas besoin d'un très long nombre d'observations comme des lois asymptotiques pour calculer des lois asymptotiques. Et surtout, lorsqu'on ne connaît pas des informations, par exemple des informations épidémiologiques sur certains événements ou sur certaines maladies, et on peut détecter, par exemple, à partir d'un petit nombre des observations, si on a une émergence ou on a des cas sporadiques, à partir d'un petit nombre d'observations. Après, on peut construire des autres tests basés sur les processus extrêmes qui est un cas plus général, donc qui n'est pas encore traité dans la littérature, les processus extrêmes comme des statistiques non paramétriques euh, ou des résultats qui sont déjà connus ou des applications réelles. Donc, en général, c'est ça la présentation que j'ai bien aimé de vous présenter, de vous dire le travail que j'ai effectué sur le processus extrême, le processus de record, avec les statistiques non paramétriques que j'ai déjà utilisées. Donc, merci pour votre écoute et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me demander. Bien, merci beaucoup. C'était très intéressant. Je vais peut-être laisser la main aux autres participants qui ont envie de poser des questions. Ouais, moi j'aurais une question. Merci pour l'exposé. Ouais, alors c'est sur le nombre de records. J'ai pas bien compris en fait ce que représentait l'hypothèse H1 qui avait été mise au début. Donc c'était des données qui étaient indépendantes mais non identiquement distribuées, c'est ça? Oui, exactement. Bon, Et en fait, l'hypothèse H1, bon, bah ça, en fait, en général, c'est H0 complémentaire, on peut dire, voilà. Parce que la loi sur H0 du nombre de records est bien connue, hein. Donc, ça, oui, c'est déjà donné. Mais par contre, si on passe au cas non identiquement distribué, mais ici, en fait, j'ai gardé l'hypothèse d'indépendance. Donc, si je ouais, garde bien sûr. l'hypothèse d'indépendance, je ne peux pas trouver la formule générale D'accord. Mais est-ce que tu peux juste remontrer le transparent d'avant avec euh, Oui, on a X cas sont indépendantes, ouais, ouais. non identiquement distribuées. Voilà. Et en fait, donc du coup, la fonction de répartition, c'est ça? La fonction de répartition, c'est une Oui, puissance une puissance, une certaine puissance d'une fonction de répartition donnée. voilà, c'est une fonction de répartition en fonction de Roca, voilà. En fait, D'accord, ouais, donc c'est pas voilà. une. Ouais, d'accord. C'est pas Mais une. Roca, bien entendu, dépend du paramètre A et et du lambda, voilà. Parce que si je considérais la loi exponentielle, voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Et en fait, sous ce type d'hypothèse-là, donc la proposition qui est donnée après, ça montre qu'on peut toujours calculer la loi du nombre de records sous cette hypothèse-là. Exactement, exactement. Et est-ce que. Bien entendu, le calcul des lois du nombre de records ne dépend pas des lois des observations. Voilà, c'est Ok. ça l'avantage. Hmm. Donc, on peut poser des autres distributions que la loi exponentielle. C'est pour ça, ça dépend des phénomènes, ça dépend des données. On peut traiter la loi du nombre de records sans regarder la loi des observations. D'accord. Et est-ce que la loi du nombre de records, est-ce qu'on peut la calculer sous des hypothèses assez générales? Est-ce qu'il existe des formules sous des hypothèses générales où les données restent indépendantes?
mais non identiquement distribués. Oui, c'est dans le cas où H1. Oui, oui, c'est Ouais, dans mais le... là, c'est pas n'importe quel type de loi, en fait, pour le. Bah si, parce qu'on le calcul de loi du nombre de records, l'avantage, c'est ne dépend pas de loi des observations. D'accord. Voilà, ça ne dépend pas de loi des observations. C'est-à-dire même sous H0, même sous H1, mais si on a sous H1, on a le nom identiquement distribué. C'est-à-dire on a considéré les deltas J, parce que si on a le calcul, ça dépend des indicatrices de record, parce qu'on a vu que Nn est égal à la somme de delta J. Voilà. Enfin, ça dépend quand même des ROCA. Et les ROCA, ils apparaissent dans la loi, en fait, puisque la loi est donnée par la fonction de répartition à la puissance ROCA. D'accord. Exactement, c'est ça. D'accord. Bon, merci. Rien. En fait, il y a un certain nombre de choses que j'avais croisées. Par exemple, il y avait Jean-Marc Bardet qui avait pas mal travaillé sur les records en sport pour des études statistiques. Et Oui. sinon, il y avait quelqu'un d'autre aussi dont je voulais parler. Il s'agit de Oleg Plesov qui a pas mal fait des choses sur les records. Et en fait, avec lui, on avait fait un travail que j'essaye de retrouver sur, sur des records dans des modèles qui étaient indépendants aussi, mais pas identiquement distribués. Et alors, je ne me souviens plus comment c'est, il faut que je retrouve la référence. Je pense que c'est le modèle de Nevzorov, je pense. Oui, c'est ça, c'est après Nevzorov, mais il y Oui. avait, ah bon, je ne sais plus, c'était je retrouverai la référence. Et en fait, la question que j'ai évidemment, comme tout le monde peut l'imaginer, que je me suis toujours demandé, c'était s'il y avait des choses qu'on pouvait faire quand même un petit peu dans le cas dépendant, même sur des modèles très simples, je sais pas, sur des autorégressifs ou d'ordre 1 ou des bêtises comme ça. Est-ce que, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites un petit peu dans ce cas-là? Bah, en fait, non, il n'y a pas de choses qui sont été faites parce que ça, c'était un projet que j'ai envisagé de le faire avec l'université du Nancy sur le modèle du Charn, c'est-à-dire c'est un modèle autorégressif multidimensionnel en détectant les extrêmes sur un processus du modèle de Charn. Je ne sais pas si vous connaissez Joseph Ngachu. Oui, Oui, et du coup, c'était très compliqué, hein. Il n'y a pas de résultats qui ont déjà été faits dans ce domaine. Et je pense que c'est un peu difficile de oui, travailler au-dessus là. oui, bien sûr, mais en même temps, c'est aussi ce qui fait l'intérêt des choses. Ouais. Il n'y a rien de nouveau, c'est pas la peine non plus. Ouais, ouais. Non, mais c'est très intéressant de toute façon, tout ce que tu racontes. Euh, ouais. Écoutez, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions dans, dans ceux qui assistent là? Non. Écoute, je vais essayer de retrouver de toute façon la référence. Je vais peut-être arrêter quand même l'enregistrement qui ne sert plus à grand-chose là, si tu veux.